la fréquence juive de Toulouse et vous êtes dans votre émission Israël le Mag. Avec à la technique ce matin dans son aquarium, son tuba, c'est Joël qui va nous accompagner jusqu'à 11h30. Bonjour Joël. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui je suis tout seul et notre ami Raïm étant en intervention, en fin de compte Raïm a fait une conférence à Paris et donc ne sera pas avec nous pour accueillir nos invités. Un programme très chargé. Dans quelques minutes nous recevrons en premier invité Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsahal et porte-parole de Tsahal, avec lequel nous reviendrons sur la situation militaire en Israël, à Gaza, au sud Liban, dans les territoires palestiniens, et nous élargirons bien entendu cette palette justement avec les États-Unis d'Amérique qui sont impliqués de plus en plus dans ce conflit avec les proxys de l'Iran. Et puis ensuite nous reviendrons sur les relations internationales d'Israël aujourd'hui avec Aryeh Ben-Semoun, directeur exécutif d'Alnet. Et ensuite, nous terminerons l'émission avec Vincent Cheba. Vincent Cheba qui est un chercheur à NGO Monitor, et nous reviendrons sur la situation de l'UNRWA, en tout cas dans la tourmente, mais qui... d'après ce qu'on entend, serait peut-être nominé pour avoir le prix Nobel de la paix. Nous reviendrons bien entendu avec tout ça. Nous attendons notre premier invité et nous allons faire une petite pause. Olivier, avec vous, nous allons parler de la situation militaire et en particulier à Gaza. On sait que malheureusement, un soldat est tombé ce matin, ce qui porte à 225 le nombre de soldats tombés depuis l'incursion terrestre à Gaza. Quelle est la situation réelle à Gaza, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, les Gazaouis nous parlent de réinvestissement du Hamas, notamment sur le plan administratif dans le nord de Gaza, lorsque les Israéliens se retirent et pour se redéployer. Ça fait 120 jours que nous sommes en guerre contre le Hamas, une guerre que nous menons de manière extrêmement, je dirais, intensive et déterminée, et plus que jamais. À l'heure où nous parlons, il y a des combats extrêmement importants dans la zone de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, mais également dans le centre. Et nous avons également des forces spéciales qui continuent à travailler dans le nord de la bande de Gaza, même si là-bas, les chaînes de commandement et de contrôle ont été détruites, celles du Hamas par Tsahal. Et il y a également, comme vous le savez, depuis le début de l'incursion terrestre, une guerre sous terre contre les tunnels du Hamas. Et tout cela réuni fait que plus de 10 000 terroristes ont été éliminés, 10 000 autres ont été blessés et mis hors état de nuire. Et on a bien sûr des pertes et des blessés, comme vous le savez, mais nous avançons et nous continuerons jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous continuerons au démantèlement du Hamas et à la fin de ses capacités militaires et gouvernementales dans la bande de Gaza. Alors, qu'en est-il des frappes israéliennes à Rafah et justement de ce couloir de Philadelphie qui serait à l'origine d'une petite crise avec l'Égypte, et puis surtout que on annonce en Israël que les Israéliens, les États-Unis et l'Égypte seraient prêts à fermer l'entrée de Rafah pour augmenter Kerem Shalom pour être le seul point de passage, en tout cas dans le triangle Gaza, Égypte et Israël. Les relations entre l'Égypte et Israël sont très importantes. Et en aucun cas, Israël, évidemment Tsahal, ne mettront en difficulté cette relation stratégique avec l'Égypte. Et s'il y a des demandes ou des adaptations par rapport à la région sud, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'axe Philadelphie, qui est en fait la ligne qui sépare Gaza sud de l'Égypte, eh bien tout cela se fera de toute manière en totale coordination avec la République égyptienne. Maintenant, l'aide humanitaire continue à rentrer, elle doit rentrer. Nous la faisons rentrer aujourd'hui par différents points et effectivement, il n'est pas exclu qu'il y ait des changements de points d'entrée des camions. Plus de 10 000 camions jusqu'à aujourd'hui sont entrés dans la bande de Gaza depuis le début des opérations de Tsahal. Et je voudrais quand même encore une fois dire et redire que Tsahal
n'est pas en guerre avec les Gazaouis, mais est en guerre avec le Hamas. Et ceux qui, évidemment, critiquent Israël et essaient de créer un amalgame et une espèce de confusion par rapport à tout cela, c'est le Hamas qui a attaqué Israël le 7 octobre, qui a perpétré le pire des massacres connus dans l'histoire d'Israël. Et pour Israël, cette guerre, elle est obligatoire, elle est une réaction tout à fait normale d'un État souverain qui a été attaqué, qui répond. Mais la réponse de Tzahal, encore une fois, est une réponse contre le Hamas, non pas contre tous les Gazaouis, heureusement d'ailleurs. Alors justement, pour illustrer ce que vous dites, on a vu quelques images de Gazaouis pratiquement remerciant Israël de les soulager de ce joug du Hamas. Et puis, on a vu combien les Israéliens sont bienveillants, en tout cas vis-à-vis de la population palestinienne à Gaza. Vous savez, dans cette guerre, il y a tellement de fake news qui circulent qu'il faut faire très attention. Ce qui est clair, c'est que le Hamas, depuis 2006, a pris totalement en otage cette bande de Gaza, les Gazaouis. Il maintient un régime totalitaire dans la bande de Gaza. Il ne faut pas oublier que dans ce régime-là, les homosexuels sont éliminés, les femmes soupçonnées d'adultère sont tuées, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de presse libre. Le Hamas est un véritable cauchemar pour les Gazaouis. Pour nous également, depuis le 7 octobre, c'est clair. Mais dès le moment où les Gazaouis se rendent compte qu'il y a faiblesse ou affaiblissement du Hamas, les bouches commencent à se délier, les gens commencent à parler. Mais les gens ont peur, comme les gens ont peur à Téhéran du régime des Mollahs ou des Ayatollahs, comme les gens ont peur à Pyongyang du régime nord-coréen. Les dictatures autoritaires, les dictatures totalitaires qui tuent, qui assassinent, qui violent sans aucune loi qui peut les interdire de faire cela, eh bien, lorsqu'elles sont mises à bout, lorsqu'elles sont détruites, ça prend du temps, eh bien, les gens parlent. Aujourd'hui, les Gazaouis commencent à parler, commencent à s'exprimer, mais c'est encore que le début. Alors, Israël Tzahal opère aussi dans les territoires palestiniens, à Jenin, à Tulkarem, à Naplouse. Quelle est la situation exacte dans ce niveau-là, dans cette région-là, dans la mesure où Israël ne veut pas voir se reproduire et le 7 octobre dans cette région? Là-bas, il y a des actions quotidiennes, jour et nuit, de Tzahal, du Shin Bet et de la police contre les terroristes du djihad islamique, du Hamas évidemment, des opérations très importantes qui sont en amont des éléments pour détruire les activités terroristes, pour empêcher les terroristes de frapper. Il y a quelques jours, une action a été mise en place dans un hôpital à Jenin parce que là-bas, les terroristes s'étaient cachés et pensaient que l'hôpital était pour eux un refuge. Ils préparaient une attaque très importante en Israël, une attaque très grave au niveau de son amplitude, et on a dû donc agir à l'intérieur de l'hôpital pour éliminer les terroristes. Encore une fois, nous sommes dans une guerre contre le Hamas, contre le djihad islamique, et l'islamisme intégriste du côté palestinien a été encouragé, entre guillemets, par les massacres du 7 octobre, donc il faut frapper très fort et partout pour empêcher que cela se reproduise. Alors, Israël est en guerre aussi, on va le dire comme ça, hein, avec le Hezbollah, le proxy donc de l'Iran, et il s'agit d'une situation un peu plus difficile, un peu plus compliquée pour Israël, car il s'agit de protéger cette population du nord d'Israël, puisqu'il y a 200 000 Israéliens du Nord qui ont été déplacés justement pour éviter d'avoir des dégâts humains en tout cas. Et aujourd'hui, on voit que le Hezbollah teste Israël, mais Israël a bien répondu à ces actions et bombarde. Il y a plus de 200 militants du Hezbollah terroriste qui ont été tués par Tzahal. Et on s'aperçoit que Israël est prête, comme l'a dit Hagari hier, le porte-parole de Tzahal, prête à attendre l'ordre pour attaquer s'il le fallait. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez résumé exactement ce qui se passe. Israël ne cherche pas la guerre avec le Liban, mais si le Hezbollah continue à frapper et cherche l'escalade, eh bien, c'est le Liban et les Libanais qui paieront
le prix du choix du Hezbollah. Le Hezbollah a choisi le Hamas plutôt que le Liban et les Libanais. Et à l'heure où nous parlons, il y a à peine une demi-heure, il y a eu des tirs vers Manara, le kibbutz, à la frontière nord d'Israël, en face du Liban. Et il est hors de question, inacceptable, que des milliers d'Israéliens aient dû quitter leur maison, leur village, leur ferme, à cause de la menace du Hezbollah. Et si cette menace ne s'arrête pas, si le Hezbollah continue à menacer, et si les tractations politiques, diplomatiques des USA et des Français n'arrivent pas à trouver une solution, je dirais, diplomatique, eh bien, il n'y aura pas d'autre choix que l'action militaire. Alors il y a aussi un autre conflit qui s'installe dans cette région, c'est celui des États-Unis après l'attaque des proxys terroristes de l'Iran qui ont attaqué cette base en Jordanie en tuant trois soldats américains. Les Américains n'ont pas hésité à bombarder et Biden, le président des États-Unis, a dit qu'il allait frapper. Il frappe en Irak, il frappe en Syrie et bien entendu il frappe aussi au Yémen. Et on voit bien que la situation se dégrade un petit peu entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran. Je ne veux pas du tout commenter la politique américaine dans la région. Les Américains sont un allié indéfectible de l'État d'Israël dans la guerre que nous menons contre le Hamas. Il y a des attaques qui ont été menées contre les Américains et contre leur intérêt dans la région. Il est tout à fait normal que les Américains se défendent et protègent leurs intérêts. Et il est clair que l'Iran, qui est responsable de tout ce qui se passe en Irak, au Liban et aussi dans la bande de Gaza, est aussi responsable de ce qui se passe lorsque des milices pro-iraniennes attaquent les intérêts américains et tuent 3 soldats dans une base américaine en Jordanie. C'est mieux encore, une base en Syrie a été attaquée par des milices pro-iraniennes et durant les derniers mois, plus de 150 attaques ont eu lieu contre des bases américaines et des intérêts américains au Moyen-Orient, ce qui évidemment, à un moment donné, a fait que les Américains ont réagi. Et il faut savoir que cette réaction américaine, on la voit également avec la coalition internationale contre les Houthis en mer Rouge, où là aussi, c'est l'Iran qui est derrière tout cela. Alors, je voudrais terminer avec vous sur cet accord de Paris qui a été annoncé il y a quelques jours et dont les répercussions, en tout cas au niveau du Hamas, sont assez difficiles pour eux de prendre cette décision et d'accepter cet accord. Ils ont accepté quelque part quelque chose d'extraordinaire ce matin. Je crois qu'ils proposent un otage pour une journée de trêve et puis surtout la libération des terroristes de la Norba qui ont opéré de façon sauvage et barbare, créant ce génocide dans le sud d'Israël. Comment vous envisagez quelle est votre analyse en tout cas sur cet accord sur les otages? Est-ce que c'est quelque chose de crédible? Est-ce qu'Israël va céder ou pas? Ou bien alors est-ce que on va avancer tranquillement dans le temps pour essayer de négocier autre chose? Et puis peut-être qu'Israël arrivera justement n'est pas très loin de libérer ses otages directement par les opérations à Gaza. Vous savez, le Hamas est une organisation d'une cruauté sans nom. Et jusqu'à aujourd'hui, il joue avec les familles des otages en Israël et il mène une guerre psychologique horrible. Je rappelle qu'aujourd'hui, toujours aux mains du Hamas, un petit bébé de 1 an qui a été kidnappé, il avait à peine 9 mois, et son frère, Ariel, 4 ans. Dans ce cadre-là, pour Israël, avec l'élimination des capacités militaires du Hamas, il y a aussi la priorité absolue de faire revenir les otages à la maison. Les otages, nous savons qu'il y en a 136. Il y a également des corps aux mains du Hamas. Et nous l'avons dit depuis le départ, nous ferons tout, je dis bien tout, pour ramener les otages à la maison. Pour ce qui est de l'accord, s'il y a accord et quel accord, à l'heure où nous parlons, rien n'est clair. Et de toute manière, dans ce cadre-là, seul le gouvernement israélien est le seul et unique décideur de ce sujet qui reste un sujet hautement sensible, comme vous pouvez le voir et le savoir et le ressentir. Mais je voudrais juste ajouter une note quand même.
On voit que même aujourd'hui, le Hamas joue avec le temps par rapport à cet accord possible ou pas, en utilisant des termes qu'il étudie l'accord, il regarde l'accord, il est comme si on avait affaire à des gens sensés, des gens sérieux. Je rappelle qu'ils ont massacré des femmes, violé des centaines de femmes tuées, assassiné, décapité des hommes, des femmes. Et dans ce cadre-là, on ne peut s'attendre à rien de bien du côté du Hamas. Je laisse aujourd'hui le gouvernement israélien, mon gouvernement, à prendre les bonnes décisions. Là, je vous parle, à l'heure où je vous parle, il y a une alerte à l'attaque du Hezbollah dans la région de Dishon Malkia, encore une fois au nord d'Israël. Donc, c'est la deuxième attaque en l'espace de moins d'une heure. Et cette situation, le nord la vit de manière extrêmement grave. Là, vous avez dit un nombre, il y a en fait 260 000 Israéliens qui ont été déplacés depuis le début de la guerre, dont près de 100 000 du nord. Et il est fondamental pour Israël de tout faire pour que l'État d'Israël, au sud et au nord, puisse être capable de nouveau d'avoir cette population israélienne vivante, vivace, qui cultive sa terre et qui vit dans la sécurité. Vous savez, le sionisme, c'est le fait d'être israélien et juif partout en Israël, de cultiver sa terre, d'éduquer ses enfants et d'être en totale sécurité. Dès le moment où le Hamas menace au sud, le Hezbollah menace au nord, l'État d'Israël doit réagir. Soit ça sera le choix de la politique et de la diplomatie qui trouvera les solutions, soit ce sera par la force et par Tsahal. Encore une fois, pour résumer et pour conclure, si vous me permettez, l'État d'Israël ne peut pas se permettre d'être menacé sans réagir, et nous réagirons s'il le faut. Oui, alors quand on parle du Nord, on sait très bien qu'il y a une résolution très importante qui est la 1701 des Nations Unies qui demande à garder une zone démilitarisée au-delà, en deçà du fleuve l'Italie, et on s'aperçoit que cette résolution a été complètement bafouée et la FINUL ne fait rien, n'arrive pas à gérer cette problématique, l'ONU non plus, et même les États comme la France, qui est très proche de l'Iran, n'arrivent pas à imposer cette résolution. On voit bien que l'Iran est en train de déstabiliser la région de façon très intense, justement peut-être pour ne pas laisser l'Arabie Saoudite se rapprocher d'Israël. Est-ce que c'est une des raisons, en tout cas? Vous savez, je n'aime pas chercher des raisons quand les terroristes attaquent ou quand le Hezbollah attaque ou quand on frappe Israël. On n'est pas aujourd'hui dans l'analyse des raisons des attaques. On est dans le fait qu'il y a des attaques qui sont gravissimes, qui mettent en danger les Israéliens, qui portent atteinte à la souveraineté territoriale de l'État d'Israël. Et nous frapperons, s'il le faut, encore une fois, de nouveau des alertes à l'heure où je vous parle, à la frontière nord. Et les raisons du Hezbollah ou de l'Iran ne nous importent peu. Pour nous, ce qui nous importe, c'est la sécurité d'Israël et des Israéliens. Et encore une fois, ceux qui aujourd'hui pensent qu'on peut attaquer Israël sans réaction se trompent. Et encore une fois, le message a été clair. Si le Hezbollah continue à attaquer Israël, c'est le Liban qui paiera un prix très lourd. Et que personne ne soit surpris quand le Liban portera la responsabilité du fait que le Hezbollah du territoire libanais attaque Israël. Je rappelle que cette attaque du Hezbollah contre Israël s'est faite dès le 8 octobre sans aucune raison. On n'a pas attaqué le Hezbollah, on n'a pas frappé le Hezbollah. C'est le Hezbollah qui a choisi de soutenir le Hamas le lendemain du massacre perpétré par le Hamas en Israël. Merci Olivier Rafovitch. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve de Tsahal et porte-parole de Tsahal. Merci en tout cas de votre analyse et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très sollicité en tant que porte-parole dans les médias francophones. Merci à vous, bonne semaine et bon courage. Merci beaucoup à vous, Toda Rabba. Toda Rabba. Voilà, nous allons faire une pause musicale avec un moment très fort à la Knesset, une bénédiction pour les Chayalim de Tsahal. Avraham, Yitzchak, Yaakov
את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה. Voilà, nous revenons certainement au plateau avec Ari Bensemoun, c'est sûr, il est là. Il est là. Bonjour, Serge. Eh ben, le voilà, Ari Bensemoun, directeur exécutif d'Elnet, avec vous. Nous avons voulu parler de la situation de la, comment dirais-je, des accords internationaux entre Israël et les États-Unis, l'Union européenne, les instances internationales. Et nous reviendrons à la fin sur cet hommage du 7 février. Alors, tout d'abord, je voudrais avec vous parler de la relation entre Israël et les États-Unis. On a vu que depuis le début, les États-Unis ont un soutien inconditionnel à Israël. Ils se sont engagés dans le combat contre les outils. Ils ont même été bombardés en Jordanie et ils sont en train d'attaquer les proxys iraniens en Irak et en Syrie. Mais est-ce que cette capacité d'aider Israël ne va pas s'estomper au fur et à mesure, puisqu'on voit déjà qu'on parle d'un État palestinien après la trêve avec et on voit plein d'événements, notamment cette aide américaine qui sera réduite peut-être sur les opérations de Tsahal en Judée-Samarie. Quelle est votre analyse? Bien, d'abord, bonjour à tous les auditeurs de Kol Aviv que je retrouve avec un immense plaisir, comme à chaque fois. C'est un sujet important que vous posez, Serge, et qu'il faut remettre dans le contexte de la situation internationale et surtout de l'élection américaine. Il n'a pas échappé que tous les 4 ans, eh bien, il y a un événement planétaire important, c'est l'élection du président des États-Unis d'Amérique, comme chaque année au mois de novembre. Donc nous sommes à quelques mois maintenant dans la dernière ligne droite avant ces élections. Et il ne vous a pas échappé non plus que le candidat du Parti démocrate, le président sortant Joe Biden, a besoin de mobiliser son électorat, de trouver sa majorité dans une compétition avec Donald Trump qui est et qui continuera à être extrêmement serrée jusqu'au dernier jour, avec un résultat, s'agissant de sa réélection, qui à l'heure où nous parlons est très incertain. Donc, l'accord, la solidarité, la relation entre les États-Unis et Israël, c'est une relation qui est inscrite dans le marbre, qui est inscrite dans l'ADN des États-Unis. Il n'y a pas de discussion possible à avoir là-dessus. Les États-Unis sont les plus grands, les meilleurs et les plus importants alliés d'Israël, et il en va de même pour Israël, et cela restera. Pour autant, il y a beaucoup de sujets qui s'interconnectent, et dans le discours que délivrent les Américains, ils doivent tenir compte d'un certain nombre de paramètres, comme je vous le disais, parce que nous sommes en période électorale et qu'il y a au sein du Parti démocrate une aile gauche, très à gauche, qui, à certains égards, pourrait nous rappeler les positions de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, ou de certains aussi membres de la NUPES, dont il a forcément besoin, qu'il doit essayer de contenir, pas de satisfaire, parce que satisfaire ces gens-là, ce serait renoncer à ce qui est, comme je viens de le dire, essentiel dans la relation entre les États-Unis et Israël, mais il a besoin de les contenir. Donc il fait, et je ne dis pas ça pour trouver des excuses, je décris une situation. Je mets sur la table un certain nombre de paramètres que l'on ne peut pas ne pas avoir à l'esprit. Alors, bien sûr, j'ai entendu parler de ce plan, le package en trois étapes, qui semble être au cœur de la discussion internationale aujourd'hui, et dont le New York Times s'est fait l'écho la semaine dernière. On parle d'un État palestinien, mais d'un État palestinien, on en parle maintenant depuis 30 ans, avec la signature des accords d'Oslo. Donc on est en train de parler aujourd'hui du jour d'après, alors que évidemment le jour d'avant n'est pas encore terminé.
et qu'on ne parlera jamais aussi bien le jour d'après que lorsque la guerre sera terminée, que le Hamas sera vaincu, que les otages auront été libérés, que la tension et la pression au nord d'Israël sera annulée, que les Iraniens seront rentrés dans le rang. Enfin, vous voyez, Serge, il va y avoir encore beaucoup de choses à faire et nous ne sommes pas encore à la veille de la création de cet État palestinien qui, d'ailleurs, les Américains le disent eux-mêmes, est lié à plusieurs conditions. Et certaines de ces conditions, à l'heure où nous parlons, sont absolument inaccessibles. C'est en finir avec le terrorisme et l'enseignement de la haine dans la société palestinienne. Alors, on a bien vu qu'on en est très loin, puisque entre 70 et 95% des Palestiniens de Gaza et de la Judée-Samarie, Cisjordanie, soutiennent la violence et le terrorisme contre l'occupation israélienne. On saluait et salue encore les exactions commises par le Hamas, le djihad islamique, comme des actes de résistance. Donc, on est très loin de la première condition. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il y ait une autorité palestinienne digne de ce nom, capable de porter les préoccupations des Palestiniens et capable d'avoir des aspirations légitimes. Parce que pour l'instant, les aspirations de la société palestinienne, comme je viens de le dire, elles ne sont pas légitimes. Elles sont la destruction d'Israël. Ne nous racontons pas de blagues et tout le monde en a bien conscience. Bon, il va falloir pas. Et puis, last but not least, il va falloir trouver un accord global avec l'ensemble du monde arabe parce que le package, c'est plus de coercition sur l'Iran, c'est-à-dire, et on le voit déjà aujourd'hui, des attaques américaines, des attaques aussi avec les alliés des États-Unis, notamment la Grande-Bretagne, mais pas que, et probablement également demain aussi la France, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les Français seront entraînés dans ces opérations militaires dans le Golfe. Et la volonté des Américains de riposter maintenant de manière plus forte, et aussi parce qu'on est en période électorale et qu'on ne peut pas laisser des soldats américains se faire tuer par des islamistes, des djihadistes, des Iraniens, des Houthis ou qui vous voulez. Donc on a là cette situation aussi qu'il va falloir adresser. Donc on est encore très loin du compte. Pour résumer sur cette question, peut-être j'ai déjà été un peu trop long, mais parce Non, que non. c'est important. Pour résumer sur cette question, dire oui, il y a évidemment tout un débat aujourd'hui qui dépasse le cadre de la guerre que le Hamas a imposé à Israël et qui parle de sujets qu'on doit aussi avoir à l'esprit. La société israélienne aussi se préoccupe de savoir d'une certaine manière ce que sera l'avenir, ce que sera le futur et comment on peut d'ores et déjà, même si ce n'est pas pour tout de suite, s'y préparer et en tout cas aussi dans l'action militaire, penser à ce que sera la réalité de la société dans laquelle les Israéliens sont appelés à vivre dans les mois et les années qui viennent. Alors le ministre des Affaires étrangères britannique Cameron explique que seul, disons le fait de reconnaître un État palestinien pendant la prochaine trêve serait donner un gage aux Palestiniens pour leur donner un horizon, comme si cet État palestinien n'avait pas été déjà programmé les fois d'avant et que les Palestiniens ont refusé systématiquement. Bon, si je peux me permettre de le dire de cette manière-là, on est entre nous, personne ne le répétera. Ce que David Cameron a dit, c'est une imbécilité crasse. Ça ne veut strictement rien dire. D'abord, reconnaître un État qui n'existe pas dans les paramètres qui sont prévus par les textes de la Convention de Montevideo de 1931 n'a strictement aucun sens. Ça veut dire quoi reconnaître un État palestinien? Mais de facto, il y a déjà un État palestinien, ou en tout cas un embryon d'État palestinien qui a été reconnu par la communauté internationale et par les Nations Unies il y a très longtemps, puisqu'il y a un drapeau de la Palestine, une Palestine qui n'existe pas, mais qui flotte quand même à l'ONU, et une Palestine qui fait partie d'un certain nombre de grandes institutions internationales. La seule chose que l'on ne peut pas reconnaître, c'est la souveraineté palestinienne sur un territoire particulier, parce que la loi internationale, c'est qu'on ne peut pas reconnaître un État sur un territoire qu'il ne contrôle pas. Donc, à la limite, un État palestinien, de fait, pourrait exister dans la bande de Gaza, mais on a vu ce qu'il en a été de cette bande de Gaza, pourrait exister dans les territoires de la zone A
et peut-être un peu de la zone B sous contrôle de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, Cisjordanie, mais on sait très bien que l'autorité palestinienne est incapable d'assumer la moindre responsabilité. Alors, un des paramètres qui permet ce qu'on appelle la souveraineté d'un État, c'est d'être capable d'assumer les fondamentaux de l'existence de cet État. Et là, on voit bien que les Palestiniens en sont strictement incapables. Donc, par conséquent, cette reconnaissance que David Cameron appelle de ses voeux n'a strictement aucun sens et n'a aucune chance d'être traduite en termes de droit international. Dire que la Palestine, ça existe, bon, ben, ok, dites-le si ça vous fait plaisir. Mais dire ce qu'est la Palestine, ça, c'est une autre histoire. Ça ne peut pas se faire de manière empirique. Mais qu'est-ce qu'a dit, et c'est ça le plus intéressant en fait, qu'est-ce qu'a dit David Cameron pour rendre la situation irréversible? C'est ça. C'est la question que je posais, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire rendre la situation irréversible? Quelle est la crainte aujourd'hui des Européens? Je vais vous la dire très simplement, la crainte des Européens. Vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Bernanos avait eu cette formule choc. Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Vous vous rendez compte? Hitler a déshonoré l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, être antisémite, c'était normal. Tout le monde était antisémite, plus ou moins, peu ou prou. C'était l'héritage de siècles et de siècles d'enseignement du mépris, de l'antijudaïsme chrétien. C'était ce qui restait de manière très forte de l'accusation de déicide et de toutes les saloperies que le monde a pu colporter sur Israël et le peuple juif. Et donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus possible d'être antisémite, parce qu'être antisémite, c'était, après le choc de la Shoah, après le désastre que l'humanité avait connu, ce n'était plus supportable et plus acceptable. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Inventer une autre manière de détester les Juifs, parce que ça, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'empêcher. C'est consubstantiel à l'idée même que le peuple juif existe et à une certaine manière de penser. Hélas, les ressorts de ce qui fait l'âme de l'humanité. Et c'est là que intervient Vladimir Jankélévitch, qui disait l'antisionisme, c'est la possibilité qui nous est donnée de continuer à détester les Juifs, d'être antisémites en parfaite légalité, en parfait respect finalement des principes auxquels nous sommes soi-disant attachés, etc., etc. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec le 7 octobre, c'est que le 7 octobre, le Hamas a déshonoré la cause palestinienne, si je peux me permettre de citer d'une certaine manière Bernanos. Cette cause palestinienne a montré son vrai visage. Et ça, l'humanité tout entière le sait. La communauté internationale le sait. Les Européens en première ligne le savent. Ils savent qu'après le 7 octobre, présenter la cause palestinienne sous l'angle d'un idéal humain, humaniste et d'aspiration légitime, ça ne peut plus fonctionner. Et par conséquent, il va falloir se dépêcher à donner une légitimité à cet État de Palestine qui part en capilotade, et pour ce faire, des déclarations qui rendraient, donc d'après Cameron, irréversible le processus de la création d'un État palestinien. Je trouve que c'est complètement ridicule et c'est aller à l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est donner une prime à l'agression, c'est-à-dire plus vous serez monstrueux, plus vous serez barbare et plus vous aurez une rémunération au lieu d'avoir une sanction. Donc c'est un bien terrible message que l'on envoie à l'humanité tout entière dans une période où les démocraties sont menacées, où les valeurs de la République, pour ne parler que de la France, sont au bord de l'effondrement, sans parler de la montée de la haine des Juifs partout dans le monde. Voilà. Donc je pense que tout ça, ça n'est pas hélas, pas très sérieux, mais hélas, ces choses pas très sérieuses, ces discours-là sont tenus par des gens qui, eux, ont vocation à être des gens très sérieux, et on ne peut que s'inquiéter de cet état d'esprit, de cette espèce de fuite en avant également, qui ne présage absolument rien de bon. Alors, on va parler de l'Europe. Vous en avez parlé à plusieurs reprises dans votre précédente intervention. Ce vote au Parlement européen, tout acquis à Israël, vraiment condamnant les actes horribles et de ce génocide qui a été pratiqué par le Hamas le 7 octobre. Est-ce que on est dans une situation où l'Union européenne est assez compréhensible et a compris justement les enjeux de cette histoire?
Oui, la situation évolue plus qu'on ne peut l'imaginer au niveau européen et la résolution votée par le Parlement européen à laquelle vous faites allusion est là pour en témoigner s'il le fallait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une résolution qui a été modifiée de haute lutte et qui dit en substance que pas de cessez-le-feu sans désarmement et anéantissement du Hamas et sans libération de tous les otages. Un discours que nous aimerions voir s'imposer dans toutes les capitales européennes et ce qui, comme vous le savez, n'est évidemment pour l'instant, en tout cas, pas le cas, et notamment pas en France, où la diplomatie française s'acharne à réclamer à corps et à cri un cessez-le-feu qui, on le sait très bien, ne permettra pas de trouver une solution pour le jour d'après. Au contraire, tant qu'on aura le Hamas et les organisations terroristes dans le jeu, il n'y a aucune chance qu'à aucun moment il ne puisse y avoir la paix. C'est d'ailleurs tout le contraire de ce dont nous parlions tout à l'heure avec les déclarations et la vision des Américains qui pensent à une solution posée, comme on l'a dit, sur trois piliers: renforcement de la pression, des sanctions et de la menace militaire sur l'Iran et sur ses proxys. Donc ça inclut le Hezbollah et ça inclut le Hamas. La mise en place d'un partenariat avec les pays arabes et notamment l'Arabie saoudite pour une normalisation des relations avec Israël. Et last but not least, quand tout ça sera possible, eh bien, aller vers la création d'un État palestinien. Donc, le cessez-le-feu, c'est tout le contraire de ce que je suis en train de dire. Et c'est tout le contraire de ce que les Américains appellent de leur vœu. Les Américains n'appellent pas au cessez-le-feu. Le cessez-le-feu ne peut exister que lorsqu'il n'y a plus, où les éléments qui ont présidé à l'ouverture du feu vont disparaître. C'est-à-dire ceux qui ont déclaré la guerre doivent être vaincus, doivent déposer les armes. Il faut appeler à la reddition sans condition et immédiate et à la libération des otages immédiatement du Hamas, la reddition du Hamas. Donc voilà quelle est la situation. Malheureusement, on a une Europe qui marche sur une jambe. Un haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, qui est par lui-même une aberration, c'est un discours qui correspond qu'à sa manière de penser le monde, mais qui ne correspond pas, et on l'a vu avec ce vote de la résolution au Parlement européen, à l'état d'esprit à la fois de la représentation européenne au Parlement, clairement. Deux parlementaires européens sur trois ont voté pour cette résolution, qui dit exactement le contraire de ce que dit Josep Borrell ou de ce que disent un certain nombre de responsables politiques européens au sein de la Commission. Donc on voit bien cette schizophrénie qu'il y a au niveau européen entre d'un côté la Commission européenne, complètement hors sol, sur ces questions-là en tout cas, mais d'après certains sur d'autres questions aussi, et la réalité de ce qu'est l'opinion du Parlement européen, qui lui-même prend en considération l'état d'esprit de l'opinion publique européenne. Parce qu'il ne vous a pas échappé non plus qu'on a des élections européennes au mois de juin. Et que ceux qui ont voté cette résolution vont se représenter dans les urnes devant l'ensemble des citoyens européens pour un nouveau mandat ou une reconduction de leur mandat ou que sais-je au sein du Parlement européen. Donc ces gens-là qui sont en campagne électorale entendent la voix des Européens. Et on l'a dit suffisamment de fois ici et ailleurs, une immense majorité de l'opinion publique, de ce qu'on appelle la majorité silencieuse, est favorable à Israël, souhaite que le Hamas soit vaincu, accepte l'idée qu'Israël mène des combats, même dans des conditions extrêmement difficiles, parce que ce qui menace aujourd'hui Israël menace l'Europe. L'islamisme triomphant, c'est la pire menace qui pèse aujourd'hui sur nos démocraties, ici en Europe et même aux États-Unis. Et je ne parle pas du reste du monde lorsqu'on est capable d'analyser la percée des Iraniens, des djihadistes sous des formes diverses et variées, et quand on voit l'état dans lequel se trouve de manière générale la démocratie dans le monde. La majorité des États membres de l'ONU ne sont plus des démocraties, sont des dictatures, des États autoritaires, autocratiques, fondamentalistes, islamistes, j'en passe, c'est des pires. Donc voilà quelle est la situation. Donc la situation en Europe est passionnante. Israël a beaucoup d'amis en Europe, contrairement à ce que certains voudraient penser, que les représentations parlementaires partout en Europe ont pris conscience du fait que le combat d'Israël, c'est le combat pour la survie de l'Europe aujourd'hui, indéniablement,
Après, malheureusement, il y a des diplomates qui vivent entre eux, qui ont une vision biaisée, faussée, qui vivent dans leur frustration ou leur fantasme, dites-le comme vous voulez, et qui ne comprennent pas quels sont les véritables enjeux auxquels nos sociétés humaines sont confrontées. Malheureusement, il y a une technocratie européenne qui s'oppose à la vision de la majorité, mais je pense que les prochaines élections seront de nature à faire bouger les lignes politiques au sein de la Commission également. Donc ça, on peut l'envisager et on essaie de l'appréhender avec le plus de justesse possible. Si je comprends bien, il y a une prise de conscience de la part de l'Union européenne? Incontestablement. En tout cas, au niveau d'abord des pays, des peuples, de leurs représentants, et il faudra, vous savez comment ça fonctionne, on vit dans des démocraties. Il arrive toujours un moment où il doit y avoir une traduction dans l'action politique, dans la représentation politique de ce que les peuples veulent. C'est le principe de la démocratie. Alors, il y a toujours un petit décalage parce qu'il y a de l'inertie. Les gens qui agissent aujourd'hui au sein de la Commission sont des gens qui sont issus de la précédente élection, de la précédente majorité, et les choses sont un peu figées. Donc, il faut attendre à chaque fois de passer à une nouvelle période, à un nouveau mandat, pour voir les choses évoluer. Et nous verrons quelle sera la position européenne, déjà dans le choix de celui qui sera le prochain haut représentant de l'Union européenne pour les questions internationales et la politique étrangère. Aujourd'hui, nous avons Borrell. Avant Borrell, nous avions d'autres personnalités qui n'étaient pas connues pour être particulièrement amicales avec Israël. Peut-être que la prochaine fois, ce sera différent. Et je pense que la prochaine fois, ce sera différent. Les dirigeants sont obligés de tenir compte à un moment ou à un autre de la volonté du peuple. Regardez ce qui se passe en France. On a eu des manifestations d'agriculteurs. Il arrive un moment où, quand on se confronte à la colère du peuple, il faut en tenir compte. Et il faut proposer des choses qui apaisent les tensions et qui apportent des solutions aux problèmes tels qu'ils sont posés, pas aux problèmes tels qu'on veut les voir. Voilà. Oui, il y a la réalité, il y a aussi les non-dits, malheureusement. Oui, mais la réalité finit toujours par l'emporter. Ça prend parfois un peu de temps, mais c'est normal. C'est une question d'infuse. Il faut le temps que ça infuse et que cette infusion se traduise aussi par des transformations au niveau de la politique. La politique, c'est le temps long. C'est le temps qu'il faut pour que, à la fois, la mise en conformité ou la mise en adéquation entre le monde des idées et le monde de l'action. On le comprend bien. Dans nos vies personnelles, entre les décisions que nous prenons et les actions que nous menons, il y a un temps qui n'est pas très très long, sauf si vous êtes un grand procrastinateur. Mais le temps, on sait très bien que ça existe. Alors imaginez ce temps à l'échelle des peuples, à l'échelle des nations, à l'échelle du temps de l'histoire. C'est considérable. J'avais fait la démonstration à travers l'analyse de quelques textes de la Torah ou du Talmud ou des prophètes, que nous devions considérer le temps des nations comme étant un jour pour nous, c'est 24 heures, un jour pour les nations, c'est 70 ans. Donc, quand à l'échelle des nations, on dit demain, ça va changer, pensez que le demain, c'est 70 ans. Et quand vous regardez les cycles de l'histoire, vous vous rendez compte qu'on n'est pas très loin, peut-être même exactement dans cette temporalité-là. Et donc, les choses évoluent. Israël a eu 70 ans il y a 5 ans maintenant. Nous sommes dans la 75e année. On va vers le 76e anniversaire. Et ce à quoi nous assistons, d'une certaine manière, vient conforter cette idée du temps long de l'histoire, puisque 70 ans après, on est en train de terminer la guerre d'indépendance. Vous voyez, donc, on est dans cette configuration. Terminer ou démarrer, peut-être. Non, on l'a terminé. C'est la fin de la guerre d'indépendance où les derniers sujets qui n'ont pas pu être réglés en 1948 ont commencé à l'être en 2018 pour le 70e anniversaire, si je compte bien. Et depuis 5 ans maintenant, Israël est dans une période de turbulence sociale, de politique interne, intérieure, de réflexion sur la nature même de l'État du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire être un État juif 70 ans après? Ça veut dire que on est dans le jour d'après la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, il a fallu faire face aux urgences existentielles, et nous sommes toujours dans une urgence existentielle, ça ne vous a pas échappé, au niveau militaire. Et c'est là où les Israéliens se sont trompés. Ils ont pensé que ça y est, tout ça c'était réglé, on pouvait s'occuper de la cuisine. Non, c'est pas réglé. D'abord, il faut terminer avec les questions existentielles. L'État d'Israël n'est toujours pas accepté
par l'ensemble du monde arabe et de la soi-disant société palestinienne au Moyen-Orient. Pas encore. Il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Il y a des traités de paix qui sont toujours un peu fragiles. Il y a les accords d'Abraham qui sont plus en devenir que dans la réalité, mais qui existent. Il y a le choc du 7 octobre qui nous renvoie à la réalité de ce qu'est toujours la cause palestinienne. Et on revient en 48 à cette idée, il faut jeter les Juifs à la mer. From the river to the sea, Palestine will be free. Tout le monde a ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution pour le peuple juif sur la terre d'Israël. Donc on voit bien que nous sommes là et on peut compresser les 75 dernières années, 70 dernières années, comme si c'était un seul jour. On en est là. Donc les choses vont évoluer. Et moi, je crois qu'il y a toujours une accélération de l'histoire à un moment ou à un autre. Et nous sommes dans cette période de l'accélération de l'histoire depuis le 7 octobre, incontestablement. Tout à Donc, fait. dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, il se passera beaucoup de choses. Mais quand je dis des mois, bon, ça va, ça nous parle, on peut attendre. Mais des années, il faut s'inscrire aussi dans le temps long. Et c'est le travail que nous essayons de faire les uns et les autres, parce qu'il faut que toutes ces idées infusent dans la tête des gens, sortir des idées simplistes, sortir des caricatures, se projeter voilà, de manière intelligente dans ce que doit être l'avenir. Mais l'avenir, ça se construit patiemment dans ce que l'on appelle le présent. Alors, rapidement, la Cour internationale de justice a été sollicitée par une plainte donc de l'Afrique du Sud. Il y a eu un rendu. On peut avoir une analyse du directeur exécutif d'Elnet? Oui, bah, l'analyse, elle va être relativement simple. Le but de cette plainte déposée par l'Afrique du Sud, soutenue par au moins 61 pays, c'est d'accuser Israël d'un crime qu'il n'a pas commis, crime de génocide. Pour les instigateurs de cette mascarade, de ce procès inique, c'est déjà de porter une accusation. Porter une accusation, c'est envoyer un message au monde entier pour qualifier Israël d'État génocidaire. C'est un scandale, c'est une parodie de procès, c'est une honte, on dira les choses. Sur le fond, eh bien, la plainte n'a pas été entendue par la Cour internationale de justice, puisque l'arrêt des combats n'a pas été formulé, imposé à Israël. Et s'il n'y a pas d'arrêt des combats, c'est parce qu'il n'y a pas de génocide et qu'il n'y a même pas les éléments constitutifs de quoi que ce soit qui ressemble au commencement du début d'un génocide. Et les attendus de la Cour internationale de justice ont d'abord confirmé ce fait et rappelé les principes généraux qui s'appliquent à tous les États signataires de la Convention sur le génocide, c'est-à-dire mettre tout en œuvre, ce qui est le cas d'Israël, pour empêcher que des génocides ou que des crimes qui pourraient ressembler à des génocides soient commis dans le cadre d'un conflit, quel qu'il soit. Donc, voilà. Après, malheureusement, le mal est fait parce qu'on connaît le fonctionnement de l'opinion publique. Et pour l'opinion publique, le fait qu'Israël ait été accusé, c'est qu'Israël est coupable. Et Tout à fait. c'est cela dont un certain nombre de malfaisants vont se souvenir. Mais bon, le combat continue. Cette situation a montré d'une certaine manière la solitude d'Israël au sein du concert des nations, le fait que les dés sont biaisés, les dés sont pipés, le comportement est à charge contre Israël. Et c'est aussi un message envoyé à toutes les démocraties, en tout cas ce qu'il en reste des démocraties dans le monde, de leur dire attention. Lorsque la justice internationale peut être instrumentalisée, comme ça a été le cas à la Cour internationale de justice, pour accabler une grande démocratie comme Israël d'un crime monstrueux que non seulement il n'a pas commis, mais dont il a été et il est toujours la victime potentielle, c'est bien la preuve que quelque chose ne tourne plus rond au royaume des Nations Unies, qui sont totalement, ce royaume qui est en perdition, des Nations Unies qui sont perverties, et ça veut dire que c'est un très mauvais signal envoyé aux démocraties à l'heure de la montée des populismes, de la montée de la dictature, de la guerre en Ukraine, des menaces chinoises, du nucléaire iranien, j'en passe, et des bien pires encore. Donc on voit bien que la situation là, en Israël nous révèle quelque chose de tragique, c'est la situation du monde. Et il faut lire tout cela oui, à l'aune de cette solitude d'Israël. C'est d'ailleurs le titre du prochain livre de Bernard-Henri Lévy, dont nous aurons l'occasion de reparler et sur Tel Aviv et à Toulouse. Préparons beaucoup d'événements pour mobiliser l'opinion publique, comme nous le faisons à chaque fois. Mais de tout cela, nous reparlerons, que tout le monde comprenne bien la solitude d'Israël
nous en dit beaucoup sur l'état du monde, sur l'état des démocraties, des valeurs de la République ici en France et du combat que nous devons mener contre le nouveau péril, le nouveau fascisme, le nouvel islamisme, le nouveau nazisme qu'est l'islam politique, l'islam radical. Alors, on ne pouvait pas se quitter sans parler de l'actualité immédiate, c'est-à-dire cet hommage rendu pour les 42 Français assassinés par les terroristes du Hamas le 7 octobre. C'est l'hommage rendu par la France, par la République, voulu par le président de la République le 7 février, et ça se passera aux Invalides. Alors, il y a des petites choses qui ne vont pas très bien, puisque les familles vont être, d'abord, les familles des otages vont arriver, et les familles des personnes assassinées vont arriver à Paris, mais ne sont pas très d'accord de voir certains membres de la République, de la France insoumise, notamment avec Madame Panot qui serait peut-être là, et ça serait un moment compliqué pour ces gens-là de les avoir en face et de les voir communier en tout cas dans cet hommage. Quel est votre avis? Mon avis, c'est que la France insoumise et ses parlementaires n'ont rien à faire dans cette cérémonie. Leur présence serait d'abord une honte, un déshonneur pour la République. On ne peut pas organiser un hommage national solennel à la mémoire de victimes du terrorisme, quel qu'il soit, et en l'occurrence de celui qui a été perpétré par le Hamas sur le territoire de l'État d'Israël sous la forme de pogroms, je le mets au pluriel parce que c'est plusieurs pogroms dans la même journée, dans différents endroits. On ne peut pas accepter que participent à cet hommage-là des gens qui font l'apologie du terrorisme et qui considèrent que les actions qui ont été perpétrées par le Hamas sont des actes de résistance. C'est la négation même de ce que cet hommage veut nous dire. Et donc, c'est le déshonneur, c'est la honte, et ce déshonneur et cette honte, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, le message que nous faisons passer, c'est que, bien sûr, il y a les règles de la République, bien sûr, il y a les règles de ce qu'est un hommage national, ou si c'est un hommage national, tous ceux qui représentent la République, ceux qui représentent le peuple français, sont invités à y participer, c'est le principe. Mais je pense que ceux qui ne sont pas en accord avec ça doivent se dessaisir par eux-mêmes. Ils doivent se déclarer, entre guillemets, pas bienvenus. Ils ne sont pas compétents pour participer à un événement comme celui-là, parce qu'ils viendraient avec un autre état d'esprit. Mathilde Panot a dit clairement qu'elle veut manifester en hommage à tous les Français qui sont morts dans ce conflit, c'est-à-dire qu'ils soient tout à fait. en Israël ou à Gaza, sauf que renvoyer dos à dos les bourreaux et les victimes, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est quelque chose que nous n'accepterons jamais. Alors, je ne sais pas si elle va venir, je ne sais pas ce qui se passera si elle vient. En tout cas, le message que nous nous évertuons à faire passer partout, là où c'est possible qu'ils soient entendus, c'est qu'elle n'y a pas sa place, ni elle, ni ses amis de la France islamiste, qui n'a d'insoumis que le nom, parce que malheureusement, nous voyons bien à qui nous avons affaire. Un peu de cohérence, ces gens-là, dans un état de droit, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de venir souiller la mémoire de ceux que la République française veut honorer le 7 février prochain, au 4e mois des massacres du 7 octobre. Merci Arié Bensemoun, merci de votre analyse toujours aussi précise, et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons plein de bonnes choses pour cette semaine, et nous vous disons à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Bientôt, Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, une petite pause musicale et nous revenons en studio avec notre prochain... Voilà, nous revenons en plateau avec notre dernier invité, Vincent Cheba, chercheur à NGO Monitor, avec lequel nous allons parler de l'UNRWA. Bonjour Vincent. Bonjour, Shavua Tov.
Attends, va vous. Alors, l'UNRWA est dans la tourmente. On a appris dernièrement que pratiquement 10% des personnes qui travaillent à l'UNRWA ont participé au massacre du 7 octobre. Quelque chose de incroyable, mais pourtant c'est une réalité. Et donc, on a vu différents pays, notamment les États-Unis et en dernier la France, geler les dotations à l'UNRWA. Et Netanyahou, le premier ministre israélien, a demandé à ce qu'on change d'intervenants dans cette bande de Gaza pour les réfugiés palestiniens. D'ailleurs, il faut rappeler à nos auditeurs que grâce à l'UNRWA, on est réfugiés palestiniens de père en fils. C'est quelque chose d'héréditaire. Alors, rappelez-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de cette problématique. Alors tout d'abord, je tiens à rectifier ce que vous avez dit au début. C'est pas 10% des membres de l'UNRWA qui ont participé au massacre, mais bien 10% donc des employés de l'UNRWA qui sont affiliés au Hamas. Et on parle de 12 personnes qui ont participé de manière active au massacre du 7 octobre, soit en participant donc à l'enlèvement de personnes, soit alors en fournissant du matériel et de l'intelligence aux terroristes du Hamas. Donc, on parle simplement de 12 personnes, mais 10% des membres de l'UNRWA seraient donc affiliés au Hamas. Maintenant, il y a une autre donnée qui a été donc déclassifiée par l'armée israélienne et qui a été publiée, je crois, dans le Wall Street Journal, qui est très intéressant. C'est que 23% donc des employés masculins de l'UNRWA seraient donc affiliés au Hamas, alors que dans la bande de Gaza, si on prend la population en général, on parle de 15%. C'est-à-dire que vous avez une propension plus grande de personnes qui sont affiliées au Hamas dans l'UNRWA que par rapport à toute la population de la bande de Gaza. Donc, c'est une donnée qui est très intéressante et qui montre à quel point, on peut dire, l'UNRWA est gangrénée par le Hamas. Alors, l'UNRWA est gangrenée par le Hamas. On a vu beaucoup de vidéos montrant des sacs de l'UNRWA portant avec à l'intérieur des armes et des munitions. On voit bien que l'UNRWA, même dans les hôpitaux, apporte son soutien au Hamas. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Ah oui, il y a aussi donc dans les documents déclassifiés, il parle de plus d'1 million d'euros qui auraient donc été détournés par le Hamas depuis donc on va dire l'acheminement de l'aide humanitaire qui a commencé donc avec la guerre du 7 octobre. Donc ça prouve encore une fois que le Hamas essaye donc de hijacker, de prendre donc l'aide humanitaire et il la garde pour lui. Et d'un côté, il la garde pour lui, mais en plus, il essaie de ne pas la distribuer donc à la population palestinienne pour justement pour créer une sorte de crise humanitaire afin de faire augmenter les pressions internationales contre Israël. Donc, on le voit tous les jours. Tous les jours, on voit des différents donc clips, vidéos qui sont publiés sur Twitter ou sur différentes, on va dire, réseaux sociaux. On voit clairement donc des hommes armés monter sur les camions, prendre l'aide humanitaire. Comme vous avez mentionné, des sacs de l'UNRWA, on voit donc des armes dedans. On a vu même des sacs de l'UNRWA qui étaient à l'intérieur des tunnels. Bon, c'est quelque chose qu'on voit donc à la découverte donc des différents sites qui appartenaient au Hamas et qui ont été prises, des positions qui ont été prises par Israël. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les accusations contre l'UNRWA, donc l'accusation majeure, c'est que l'UNRWA en définitive contribue au conflit israélo-palestinien par la radicalisation de la population, notamment des jeunes. Et c'est quelque chose, cette accusation, elle ne date pas, on va dire, depuis le 7 octobre. C'est une accusation qui existe depuis des dizaines d'années. Et d'ailleurs, il y a différents groupes en Israël, tels que Impact SI ou UN Watch, qui ont fait d'excellents travaux montrant justement donc une grande présence, on va dire, de membres du Hamas à l'intérieur même des écoles de l'UNRWA qui enseignent aux enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les écoles de l'UNRWA est appris donc le cursus scolaire de l'autorité palestinienne. Or, comme on le sait, le cursus de l'autorité palestinienne est rempli, on va dire, de messages antisémites, de poncifs antisémites, on peut dire de glorification du terrorisme, d'appel à la violence, etc. Donc, en définitive, à l'intérieur donc de ces écoles de l'UNRWA, on peut dire que il y a eu un travail donc de radicalisation de la jeunesse qui a contribué in fine donc au 7 octobre. Donc, effectivement, il faut une grosse réforme de l'UNRWA dans
dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, je dirais même un démantèlement de l'UNRWA. Alors, on a vu plusieurs États qui ont gelé, en tout cas, les dotations à l'UNRWA. Certains disent attention, ça va augmenter la pression, faire dégénérer la situation sanitaire et économique à Gaza pour les Gazaouis. Et puis d'un autre côté, on voit que les Émirats Arabes Unis ont versé 5 milliards de dollars. Est-ce que aujourd'hui, comme le demande le Premier ministre israélien, on doit démanteler l'UNRWA et mettre une autre organisation un peu plus conforme en tout cas à ses aspirations et cette volonté de faire les choses bien? Alors ça, c'est une très grande question. Encore une fois, je pense que avec le 7 octobre, toutes les conceptions que l'on se faisait du conflit palestinien donc se sont écroulées. Et c'est vrai qu'il serait bien donc qu'il y ait un changement de paradigme, même au niveau donc de l'approche des chancelleries occidentales vis-à-vis de l'UNRWA, et effectivement que l'UNRWA soit remplacée par une autre structure, que ça soit simplement par exemple par l'agence des réfugiés donc de l'ONU qui existe pour tous les réfugiés du monde entier sauf pour l'UNRWA. Comme vous l'avez dit donc dans votre introduction, l'UNRWA c'est une agence de l'ONU qui a été créée spécialement pour les Palestiniens, pour les réfugiés palestiniens, qui leur donne donc un statut de réfugié de père en fils. Et ça, on le voit que dans le cadre du conflit palestinien, israélo-palestinien, alors que vous avez l'autre agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés du monde entier. Et là, c'est des gens qui sont réfugiés d'une génération et c'est tout. Maintenant, à mon avis, bon, on parle souvent des réfugiés de Gaza, mais faut pas oublier que l'UNRWA s'occupe aussi donc des réfugiés qui sont en Jordanie, des réfugiés qui sont en Syrie, au Liban. Or, comme on le sait, tous ces pays sont en proie donc à des crises économiques et sociales énormes depuis plusieurs années. Et peut-être qu'une des solutions, ça serait effectivement peut-être que des pays grands donateurs comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne disent voilà, on va vous donner à la Jordanie, à la Syrie ou au Liban donc une certaine somme d'argent pour que vous puissiez donc absorber de manière définitive ces réfugiés palestiniens qui soient donc des citoyens à part entière donc de ces pays pour mettre un terme donc à cette agence de l'UNRWA qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. Encore une fois, jusqu'à la guerre du 7 octobre, la plupart donc de ces réfugiés qui habitaient à Gaza, ils n'habitaient pas dans des camps de réfugiés. On les appelle des camps de réfugiés, mais c'est des villes, c'est des quartiers, c'est des maisons en béton. Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on prend la bande de Gaza, surtout dans le nord, à peu près tout est cassé. Donc c'est vrai que effectivement, ces gens qui ont été déplacés du nord de Gaza au sud de Gaza sont de véritables réfugiés maintenant. Donc à mon avis, il faut les mettre sous le système de l'agence des réfugiés de l'ONU et non pas de l'UNRWA. Et d'ailleurs, juste pour dire, on parle souvent des craintes que finalement, si on arrête de financer l'UNRWA, alors ces gens-là ne pourront plus accéder aux médicaments, à la nourriture, etc. Il ne faut pas oublier non plus que l'UNRWA, c'est une agence parmi d'autres agences de l'ONU. Vous avez l'agence de l'ONU qui s'appelle OCHA, c'est donc l'agence qui s'occupe des cas humanitaires, qui donne énormément de moyens et d'argent aussi aux réfugiés palestiniens. Et d'ailleurs, cette agence OCHA a demandé donc une augmentation de ses budgets de 200 millions à plus d'1 milliard de dollars cette année, justement pour faire face à la crise humanitaire qui se produit à Gaza actuellement. Donc, si on donne plus d'argent à l'UNOCHA ou à d'autres, on va dire d'autres agences de l'ONU, ça compensera largement, on va dire, la perte des fonds qui étaient censés arriver à l'UNRWA. Alors, c'est quand même extraordinaire de voir qu'on peut être réfugié dans son propre pays. C'est-à-dire Gaza était un endroit qui était palestinien complètement, sans aucune occupation, sans aucune gestion. Et là, on dit qu'il existe des camps de réfugiés palestiniens à Gaza. C'est quand même assez étonnant. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il n'est pas temps de changer un petit peu cette notion et quelque chose d'aberrant, quoi? Bah, tout à fait, comme je vous dis, il faut un véritable changement de paradigme parce qu'en définitive, si de génération en génération vous êtes réfugié, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez l'espoir qu'un jour ou l'autre, vous pourrez retourner à Tel Aviv, vous pourrez retourner à Yafo, ou alors à Tzfat, ou alors à Yerushalayim, ou alors à Beersheba, etc. Et c'est en fait le but de l'UNRWA. Et d'ailleurs, lorsque plusieurs États ont décidé donc de suspendre leur financement à l'UNRWA,
plusieurs représentants donc au sein même de l'autorité palestinienne ont dit mais attendez, vous essayez donc de tuer le droit au retour des Palestiniens. Et c'est ça en fait quand on parle de l'UNRWA, c'est on va dire un moyen de donner on va dire d'influer donc la vie à ce droit au retour qui n'existe pas réellement. C'est-à-dire que c'est une résolution qui avait été donc passée, je crois, en 1949 ou 1950, mais c'est une résolution qui n'est nullement contraignante, mais seulement déclaratoire. Alors, bon, c'est vrai qu'avec ce financement de l'UNRWA, encore une fois, vous donnez l'espoir à ces générations de Palestiniens, surtout les jeunes, qu'un jour ou l'autre, ils pourront rentrer dans les villes dans lesquelles leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents ont soit quittés de manière, on va dire, volontaire, soit ont été chassés. Et je pense que c'est nocif et que, en définitive, ça contribue donc à la pérennisation donc, du conflit israélo-arabe. Allez, on va se lancer. On va dire que les seuls Arabes palestiniens qui sont intégrés dans un pays, c'est en Israël, avec les Arabes israéliens, qui ont leurs députés à la Knesset et qui ont leurs représentants dans toutes les institutions. C'est ça qu'il faut dire. C'est vrai, tout à fait. Encore une fois, ces gens qu'on voit, donc ces Arabes israéliens d'aujourd'hui, sont les descendants donc des Palestiniens qui habitaient en Israël à l'époque, qui avaient choisi donc de ne pas s'exiler. Et effectivement, aujourd'hui, on voit des Arabes israéliens, comme vous l'avez dit, qui sont chefs de service dans des grands hôpitaux israéliens, qui sont à la Cour suprême, qui sont à la Knesset, etc. Et c'est vrai que c'est un modèle, on va dire. Bien sûr, encore une fois, hein, il y a des discriminations encore au niveau individuel, mais il n'y a pas de discrimination au niveau donc étatique. Et c'est vrai que c'est des gens qui réussissent parfaitement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis le 7 octobre, le secteur arabe israélien est resté totalement calme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je dirais même que les Arabes israéliens aujourd'hui ont peur du Hamas. Parce que le Hamas, ce n'est que destruction, ce n'est qu'islamisation. Et en définitive, les Arabes israéliens qui ont été habitués donc à vivre dans une société démocratique, on peut même dire laïque, ont très très peur, on va dire, d'une islamisation qui est portée par le Hamas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que les Arabes israéliens osent, on va dire, soutenir l'armée israélienne aujourd'hui, mais du moins ils restent calmes et ils contribuent donc à l'économie du pays. Et c'est quelque chose qui est très bien comme ça. D'ailleurs, on a bien vu une image très forte, en tout cas, de ce soldat de Tsahal tombé à Gaza, bédouin, et donc qui a été enterré avec donc le rite musulman et avec un drapeau israélien sur son cercueil. C'était quelque chose de très émouvant et quelque chose qui donne un peu d'espoir. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup aussi de Druzes qui sont tombés. Et encore une fois, à chaque fois, ils ont été donc enterrés avec les honneurs, sous les drapeaux. Et ce sont d'excellents citoyens israéliens. Donc, voilà, Kavod. Alors, on peut pas se quitter, Vincent, sans parler de ce, j'allais dire, ce gag, hein, ce député norvégien, je crois, qui a décidé, qui a demandé à ce que l'UNRWA soit nominé pour avoir le prix Nobel de la paix. Alors, figurez-vous que je suis tombé sur un post Facebook de la grande librairie nationale israélienne où justement il disait qu'à l'époque, en 1939, il y avait aussi un député norvégien qui avait demandé à ce qu'Hitler soit récompensé du prix Nobel. Vous nous rassurez, ça va. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'il y a des députés norvégiens qui perdent un peu, on va dire, les pédales et qui font un peu n'importe quoi. Encore une fois, c'est une manière de réagir, on va dire, aux sanctions qui sont enfin, entre guillemets des sanctions de différents pays qui ont décidé donc de suspendre leur financement. Encore une fois, j'espère pas que l'UNRWA soit nominée, surtout après, on va dire, les révélations de la participation de certains de leurs employés dans les massacres du 7 octobre. Donc, j'espère que ça restera qu'un gag. J'espère, en tout cas. C'est pour ça que je dis cerise sur le gâteau, le gag de la matinée. Merci Vincent, en tout cas, de votre analyse et puis de nous avoir apporté toutes ces précisions sur l'UNRWA. Et puis on verra dans les jours qui suivent comment va se passer cette gestion et peut-être changer un petit peu cette logique hein, de réfugiés palestiniens. C'est bien dommage pour eux d'ailleurs parce que ça leur donne un faux espoir. Israël sera toujours là. Exactement, exactement.
Merci Vincent, Shavua Tov. Merci Kol Aviv, merci beaucoup. Bonne À bientôt. journée. Shavua Tov. Dans les ondes de Kol Aviv. Voilà, cette émission est terminée et j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez compris en tout cas tous les éléments qui ont été qui nous a apporté, que nous ont apporté en tout cas nos intervenants. Je dis pas compris dans le sens de pas comprendre, mais c'est surtout de cette analyse que pour avoir d'autres éléments. Voilà. Et nous vous disons à dans 15 jours avec Chaim qui sera certainement avec nous, je l'espère en tout cas. Et n'oubliez pas de leur dire, même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons jamais vivre sans Israël. À bientôt, à dans 15 jours. עכשיו תורך לשמור אותי ואת נפשי, מלא מילים ולא יוצאות אל מתוכי, כאילו